Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. J'accueille aujourd'hui Stéphane Gallon. Stéphane est le chef et propriétaire du restaurant Gallon Herbraise, situé à Fougères, en Ille-et-Vilaine, mais aussi du Casse-Graine au Châtelier. Avec sa compagne Anne-Sophie, il a repris l'établissement en 2004, mettant l'accent sur le travail en circuit court et établissant des relations privilégiées avec des producteurs et éleveurs locaux qui partagent une même éthique. Militant de la première heure, des valeurs incarnées et du combat pour l'avenir de l'artisanat de qualité, il a fait partie des premiers sélectionnés du Collège culinaire de France en 2013. C'est l'histoire d'un combattant en première ligne de la gastronomie artisanale que vous allez entendre. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Stéphane, toi, quand on regarde ton parcours, quand on observe ce que tu fais à Fougères et au-delà, tu me fais penser à des notions très fortes et des mots comme un lieu, le lieu pour toi est important, des liens, exact, un terroir, passion. C'est bien vu, Hein, j'essaie de résumer par... c'est bien résumé. Et en fait, aussi bien toi que Anne-Sophie, vous me semblez ne faire qu'un avec ces trois mots. Ah, alors ça, c'est la meilleure définition. C'est vrai que tout seul, c'est un lieu commun de dire ça sur notre métier. Tout seul, on fait rien. Un cuisinier tout seul dans sa cuisine, on peut toujours être le meilleur. On peut s'appeler, on peut avoir le plus grand des noms. S'il y a personne pour faire l'intermédiaire entre ce lieu secret, cette grotte où opère le cuisinier, et la scène qui est la salle de restaurant, s'il y a personne pour faire le passeur, ça sert à rien. Voilà, donc c'est lié. Ça s'appelle une cafétéria où on passe avec un plateau. Voilà, exactement. Voilà. Ou un fast-food. Oui, dans le pire des cas. Mais en même temps, pour prolonger ça, il y a la notion d'entrepreneur. Parce que c'est pas simplement justement être honnête. Et entrepreneur, on le voit à travers ce que tu fais, c'est une passion, un combat de tous les jours. Et même, on va le voir à travers des exemples très, très précis que j'ai en tête sur ce que tu as fait, un combat où il faut se réinventer pratiquement chaque jour. Faut se réinventer, faut s'adapter aux circonstances. Le Casse-Graine aujourd'hui, c'est notre 3e établissement. On en a créé un. En 1997, mon premier établissement, je l'ai créé en 1997 dans un tout petit village de la Mayenne, 700 habitants. Puis on a repris le Gallon Herbraise qui s'appelait Les Voyageurs, c'était le restaurant du Grand Hôtel des Voyageurs, un établissement qui a été créé pour ça en 1860. Ah oui. Donc c'est un des plus vieux établissements de Bretagne, donc une belle identité. Et puis il y a 10 ans, le petit dernier, le Casse-Graine. Et c'est la synthèse de tout ce que j'ai appris. On essaie d'y mettre ce qu'on a appris de mieux, enfin ce qui nous semble être le meilleur des 2 premières expériences. Puis surtout que c'était pour la première fois, on partait sur une page blanche et on était chez nous. Mais chez nous pour de vrai, c'est-à-dire qu'on a acheté les murs de cette métairie. On est dans l'ancienne métairie du château de la Faultière, au parc botanique de Haute-Bretagne, donc dans un site extraordinaire, un jardin remarquable. Il y a 25 hectares à visiter, donc on est vraiment en pleine nature et on est dans c'est ce que je disais, on s'adapte aux circonstances. Évidemment que à cet endroit-là, contrairement à ce que m'ont dit certains de mes confrères, tu vas au parc botanique, tu vas faire du burger et des moules frites. Non, imbécile. Je vais pas. On a on a 25 hectares de merveilles sous les yeux. Il y a des dizaines de milliers de gens qui font des centaines de kilomètres. On va pas les recevoir avec des moules frites et du burger. Donc on s'est adapté au lieu, à l'endroit, à cette maison qui a une histoire, qui a vécu. Et puis en fait, c'était le lieu idéal, celui-là, parce que le premier jour où je suis entré dans la maison, je suis passé, donc c'est une métairie, c'est le lieu où habitait l'ancien fermier qui travaillait pour monsieur du château, qui payait son loyer en fait en nature, en lait, en œufs, en production maraîchère. Et en échange de ça, ils avaient le droit de loger et d'exploiter un petit peu pour eux. Donc c'était vraiment une ferme. Et à un moment, en général, madame était aussi cuisinière et femme de chambre et gardienne pour le château, et monsieur était en général garde-chasse pour toute la propriété.
Donc c'était vraiment un travail de couple déjà à l'époque. Et puis quand on a repris cette maison-là, je suis passé, donc vous avez le logis au milieu, le cellier, et à un bout vous avez les écuries, et à l'autre bout vous avez les tables. Toutes ces maisons-là sont faites comme ça. Et je passe dans les tables et je vois un papier caché dans la poussière, dans les toiles d'araignée, avec une punaise qui avait plus d'âge, un papier complètement jauni. Je souffle, mais vraiment, je souffle sur le papier, et j'étais à l'intérieur de l'étable, donc j'allais vers la cuisine, et je vois écrit sur le papier, cuisine, domaine des cuisinières. Et moi, je venais pour faire un restaurant à cet endroit-là. J'ai encore les frissons sur les bras à l'instant où je le dis. Je dis, mais c'est pas possible, elle m'attendait. Voilà, le lieu, la maison nous attendait. Et depuis le premier jour d'ouverture de cette maison-là, il y avait des gens derrière la porte qui attendaient qu'on ouvre. Et ça n'arrête pas. C'est extraordinaire quand je dis vous portez, vous incarnez un lieu. Même je ne connaissais pas l'histoire, l'origine, bah oui. qui est probante. Et je la réservais. Ouais, bravo, parce que c'est sans doute pas un hasard. C'est cette rencontre. Toutes les magnifiques démarches sont des rencontres, mais là c'est une rencontre avec un lieu, avec un endroit. Le territoire, on le voit bien à travers ce que vous faites, vous, les artisans militants de la qualité. Il y a une relation les uns avec les autres, une relation avec vos clients, mais il y a une relation aussi au territoire, au terroir, aux lieux qui sont habités. On peut pas faire autrement. Justement, quand tu parles de ce lieu qui est habité, alors je vais pas foutre la trouille à tout le monde, mais il est vraiment habité. Il y a une âme. Voilà. Là, les premières années, ça fait 10 ans qu'on est dans cette maison-là. Tous les ans, on est heureux d'ouvrir la maison et on sent un espèce de frémissement. On habite sur place maintenant en plus. On habite dans les anciens greniers à foin. On sent un frémissement dans la maison, il y a des vibrations, il y a des choses qui se passent. Et les gens, on voit des gens qui arrivent, d'après avoir fait des kilomètres, c'est leur premier jour de vacances. Allez, ils arrivent éventuellement de Paris, un peu stressés, complètement cuits, ratatinés. Ils se retrouvent là au bout du monde. Faut nous trouver, d'abord. C'est un endroit où on vient. C'est un endroit où on vient, une belle définition. On passe pas, il faut venir à cet endroit-là. On est vraiment dans un cul-de-sac au fin fond de la campagne. Et une fois qu'ils sont arrivés là, ils sont un peu énervés parce que les routes sont pas très bonnes, patati, patata, il y a pas de panneau, Waze ça passe pas, enfin bon, les réseaux passent pas, il y a pas de téléphone, il y a pas de connexion. Et puis en fait, ils poussent la porte, ça grince, vraiment, donc on n'a pas besoin de sonnette, la porte, on sait qu'il y a quelqu'un qui rentre, on peut pas les rater. Et puis ils arrivent dans cette maison, on n'a rien touché, on a gardé, on a laissé la première salle, ce qu'on appelle le cœur de la maison, qu'on appelle vraiment le casse-graine. Cette première salle, il y a 5 tables dedans, pas plus, dans celle-là. Et il y a la cheminée, le fourneau à bois est au même endroit où travaillait Marie-Louise, puisque c'était son prénom. Il y a le même matériel, et en fait, il y a un des clients un jour qui m'a ramené un papier, il me jette ça sur la table, et puis il me dit, voilà, dis-moi, mes grands-parents ont tenu la métairie, là, en 1872, et ça, c'est l'acte de succession, l'inventaire de succession de mes grands-parents. Et j'ai pris l'acte de succession, et j'y ai mis des objets que j'avais déjà, exactement la même chose que ce qu'on trouve sur l'acte de succession des grands-parents de ce monsieur-là, qui était encore là hier à table. Il a 94 ans, il était encore là hier midi à table. Fabuleux. Et j'ai l'impression que le canton est passé dans cette maison-là. Tout le monde me parle de la Marie-Louise et du Joseph, parce qu'ils venaient faire les corvées de foin au château de la Faultière, puisque c'est le lieu, et tout le monde venait prendre le café, manger, etc. Donc j'ai une foule d'anecdotes autour de la vie de cette maison-là, qui était une maison où on recevait déjà. On est vraiment dans la chaîne humaine dont on parle, dont on parlait beaucoup au collège, et c'est vraiment très très intéressant. Je te propose maintenant, Stéphane, de te prêter une petite interview qu'on a baptisée Toc Toc, qui est là? Toc Toc, qui est là? Tu sais, c'est très simple, c'est un style portrait chinois. Tu réponds spontanément ce que tu as dans l'esprit. Si tu étais un animal. Oula, un animal, une fourmi. Une fourmi. Pourquoi? La cohésion d'équipe, la fourmilière, chacun a son boulot à faire. Ouais. Et par contre, ça communique énormément et sans avoir à se parler. Si tu étais une saison? L'automne. La meilleure pour les cuisiniers, il y a tout. Il y a encore tout, et c'est la saison où on peut commencer vraiment à cuisiner. Un plat. Alors, c'est pas pour faire snob. Un bouillon d'eau de petits pois avec du vermicelle, mais vous savez, les petites lettres
qu'on met dedans. Mais les petits pois mange-tout, j'adore cette odeur-là. Je donne ce truc-là à chaque fois. C'est les petits pois plats là. Ouais. Mange-tout. Quand on les cuit, qu'on a mis un petit peu d'oignon et un petit peu d'une branche de thym ou de romarin dedans, du romarin que j'ai toujours dans ma poche. C'est mon odeur préférée. Mon odeur est mon parfum préféré. Ce bouillon-là, vous y mettez du vermicelle ou du tapioca et un petit peu de beurre. C'est pas le meilleur plat du monde, hein. Ça m'énerve quand j'entends quel est votre plat préféré, le jambon beurre, ou les coquillettes au beurre avec un bout de jambon. Arrêtez les conneries, les mecs. Voilà, c'est bon, mais il y a mieux. La truffe, c'est bien aussi. Hein. D'accord. Si t'étais une ville. Oh, je vais dire un truc. Tiens, allez, Milan. Milan. Oui. Milan, je suis resté scotché devant une statue de Saint-Paul. Ah oui. À Milan. Oui, à Milan. Très belle ville. Un de mes meilleurs souvenirs. Moderne du nord de l'Italie, oui, très belle ville. Et quel est celui des 5 sens qui t'interpelle le plus? C'est l'odorat. C'est l'odorat. Ouais. D'abord le nez. Ouais, Tout passe par le nez. Le nez d'abord. Ouais. Le nez, on sait si c'est trop salé, rien qu'on est même. Merci pour ces réponses. Je voudrais, dans un deuxième temps, que tu nous parles un petit peu pour développer tout ce que tu as fait. Et j'ai été témoin notamment au moment de la Covid. Quelle problématique ça pose au niveau du modèle économique? D'un inconvénient où on meurt, où on se tient debout et puis on y va. Et on s'adapte. Encore une fois, on s'adapte. Moi, j'ai entendu plein de gens dire ouais, on peut pas te rendre compte, il va falloir changer notre façon de travailler, etc. Et j'ai trouvé la réponse. Alors, je sais pas si c'est moi si je l'ai entendu, mais j'ai répondu à ce gars-là. Je dis, tu sais, quand tu es devant une porte et qu'elle est un peu basse, bah, ou tu tapes dedans comme un bourrin, mais tu passeras jamais et tu vas te faire mal, ou tu te baisses. Voilà, bah tu t'adaptes et tu passes. Bien sûr. Et tu te baisses et tu passes. Au moment du Covid, on s'est retrouvé avec la cuisine vide, fermée. J'avais une demande d'un agriculteur avec lequel je travaille qui produit du cochon. Il me disait, vous pouvez pas me faire un cassoulet, faire des plats, des machins, des trucs. Et j'avais toujours dit non. Puis là, j'avais du temps devant moi. Puis j'avais une cuisine vide, un atelier vide. J'ai failli, moi j'ai pleuré dans ma cuisine en entendant le silence. C'est très dur. Silence d'une cuisine, c'est jamais silencieux une cuisine. Il y a toujours un souffle quelque part, un percolateur qui se met en route, un frigo qui déclenche, un truc. Il y a toujours un bruit. C'est ce qu'on appelle un bruit de fond. Et ça, il y avait plus. Un silence de mort là-dedans. Et là, j'ai pleuré tout seul dans ma cuisine. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, j'ai du temps, on a du matos, allez, on y va. On a mis en route une gamme de produits qui s'appelle des fricassées paysannes. Donc j'ai mis les 5 agriculteurs avec lesquels je travaille le plus, les plus proches autour de la table. Je dis, voilà, j'ai du temps, si vous voulez, on fait un truc ensemble. Ça s'improvise pas, ça, techniquement? Ah bah techniquement, ça a été 6 mois. On pensait faire ça comme des grands. Lancer le truc, on achète un autoclave et vas-y que on met de la viande dans des bocaux, on met une sauce par-dessus et roule ma poule. Non. D'abord, on a repris les choses dans l'ordre. On a appelé les inspecteurs de la DSV en disant voilà, le projet c'est ça. On m'a dit attention, vous mettez le doigt dans un truc extrêmement technique et compliqué. Et en fait, je me suis fait aider par il y en a dans tous les départements. Le CETA, un centre d'études et centre d'essai des techniques agroalimentaires. Et en fait, c'est des lieux où ce sont des pépinières, des micro-laboratoires. Donc, il y a le micro-laboratoire de boulangerie, il y a celui de charcuterie, il y a la conserverie, il y a même une laiterie là-bas, où des agriculteurs peuvent venir faire leur première production laitière, de beurre, de crème, etc. On a mis 6 mois à mettre les premières recettes au point. Des dizaines et des dizaines d'essais, ça a pris mais pour faire, en claquant les doigts. Mais pour faire autre chose, parce qu'on avait un niveau d'exigence qui n'était pas William Machin ou Rénal et Bidule. Hein, on voulait pas faire la même chose que ce qui se faisait. On voulait faire des bocaux, des conserves de cuisiniers. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et là, on en est à 3000, 3500 pièces qui sortent de notre petite conserverie qu'on a intégrée maintenant au casse-graines. On a notre propre autoclave et je produis pour l'association des producteurs de coucou de rennes quand ils réforment des quantités importantes de volailles. On a lancé des rillettes de volailles qui se vendent pas par milliers, mais par centaines. Et eux sont très heureux de pouvoir valoriser ces produits-là qui seraient perdus. Tu as créé un modèle économique en te liant avec des producteurs. Alors on pensait se lier en fait, et puis en fait bon, et après c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas parce qu'on n'est pas agréé CE. Donc là on rentre dans des choses techniques. Donc je leur achète leurs produits
Je leur achète la viande, par exemple, je la transforme et je leur revends le produit fini. D'accord. Mais on a fait un réseau, oui, ça fonctionne très 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 bien. Ouais. Et après, nous, surtout on a des exigences, nous, derrière tout ça. Le casse-graine, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On y a ajouté une grande part, puisqu'on partait à zéro. On partait d'une page blanche, ce qui n'est pas facile à faire partout. On s'est dit, bon, on va essayer d'être le moins impactant aussi, de laisser... voilà, je suis papy depuis pas longtemps, je vais essayer de laisser quelque chose de propre derrière moi, quoi. Donc on a réfléchi aussi, chaque chose qu'on a fait, on a réfléchi à l'impact écologique. Mais pas juste pour faire joli, Oui. pour que ce soit réel. Donc chez nous, vous allez trouver du mobilier dépareillé, c'est pas pour faire déco, c'est tout simplement que la première version du casse-graine il y a 10 ans, on l'a créé pour un banc d'essai qui devait durer 6 mois. C'était le deal avec le propriétaire des lieux. On est là 6 mois ou on est là toute notre vie. Et si dans 6 mois, il faut qu'on s'en aille, il ne faut pas que ça ait coûté cher. On a créé la première version du restaurant avec 12 000 €. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assainissement. Et du coup, pas d'assainissement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça sortait, on avait mis un petit tuyau qui sortait dans la cour, donc des produits lessiviels bio, le moins d'eau possible. Des toilettes sèches. Et les premières versions des toilettes sèches qu'on a mis dans le restaurant. Ça montre cette capacité d'adaptation, cette capacité d'innovation, de création, etc. On va passer juste sur une deuxième petite capsule qui s'appelle fromage ou dessert. C'est fromage ou dessert ? T'es plutôt logique ou émotion ? Émotion. T'es plutôt compétition ou coopération ? Un peu les deux. T'es plutôt vie perso ou vie professionnelle ? Alors, l'un va pas sans l'autre. On vit dans nos entreprises. Voilà. C'est le secret. Tu préférerais renaître dans le passé ou dans le futur ? Dans le futur. Maintenant, j'aimerais aborder justement toutes ces initiatives. Tu nous as parlé des producteurs locaux avec les bocaux, qui était une initiative. Mais tu avais lancé aussi, il y a déjà un certain nombre d'années, je ne sais pas si ça continue, Un jour un chef. Oui. Parce que l'idée de base quand même était très intéressante, c'était de faire participer le grand public. Voilà. L'idée de base, elle est géniale, elle est parisienne. C'est le restaurant Un jour un chef était installé rue Biscornet, derrière la rue de Rennes, là, du côté de la Bastille. Un type génial, Eric Canova et ses associés qui avaient créé ça. Le principe, c'était de dire, voilà, vous voulez voir ce qui se passe dans une cuisine, hein. Vous avez envie de créer votre restaurant, mais vous osez pas, vous êtes conscient que c'est un métier, et vous voulez voir si vraiment vous êtes taillé pour ça, venez. Venez, et pendant un jour, vous allez être le chef du restaurant. Alors, le restaurant à Paris était dédié à ça, c'était une toute petite micro-cuisine. C'était à peine plus grand que le petit salon où on est là. Il y avait 25 couverts. Les gens arrivaient avec une idée, validaient, il fallait que ça rentre dans un prix particulier. Et puis, ils passaient la journée en mise en place, épaulés par des chefs maison qui étaient là pour que ça se passe bien. Et nous, on a repris, quand j'ai vu ça, j'ai voulu tout de suite faire ça, parce que on me demandait des cours de cuisine. J'ai fait quelques cours de cuisine. Mais qu'est-ce que c'est chiant! 2 heures, faut s'y mettre 2 heures avant, c'est 2 heures pendant, puis il faut se taper 2 heures après, puis vous avez un service qui vous attend en plus le soir, ou alors faut faire que ça. J'en ai fait quelques-uns, puis à un moment j'ai dit c'est pas le modèle que je veux. Donc maintenant on propose carrément la journée complète, et l'avantage en plus, le truc original, c'est que c'est 100% gratuit. Personne ne paye. Enfin, les gens qui viennent en cuisine ne payent pas. Donc on se voit, et ça dure, c'est vraiment vie ma vie. Donc ils font la cuisine avec toi? Ils font même plus que ça, ils réfléchissent au menu un mois à l'avance. Ah ouais. On leur file un mail pour faire leur communication. C'est vraiment une vie de chef. Ils font venir des clients. Ils font venir des clients. Génial, c'est génial. Et c'est leurs clients qui, eux, vont régler l'addition que je vais encaisser. C'est comme ça que je me rémunère. Le truc, c'est de remplir le restaurant pour qu'on ait un truc sympa, mais pas remplir le restaurant avec une grande table de 25 potes. Non. Donc, dans tout le réseau familial, culturel, associatif, etc., des petites tables de 2, de 3, de 4, de façon à ce qu'ils voient comment ça se passe. Allô, chef, une fois deux, boum, tac, tac, tac. Et le restaurant reste ouvert au public. Ouais. C'est pas une privatisation. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a mes clients à moi qui viennent se mêler aux leurs. Et là, ils découvrent vraiment un service de restaurant en live
comme s'ils y étaient, et ils y sont. Oui, là, En gros, ils sont dans, c'est la voiture d'auto-école, ils sont au non, volant, c'est mais génial. nous on garde les C'est commandes génial, à côté. C'est génial. Et on en a fait une quinzaine comme ça, y compris avec des chefs d'entreprise. Juste avant de terminer, une petite chronique là. La moutarde qui te monte au nez. La moutarde me monte au nez. Oh, il y en a plein. Oui, je sais. On a 1 heure. Non. Ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est l'attitude de beaucoup. Allez, j'ai un immense respect pour nos très 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 grands chefs. Je suis client, je suis admiratif, je m'inspire de ce qu'ils font. Mais il y a quelque chose qui devient un peu pénible. C'est cette course, cette manière de vouloir faire croire aux gens que le restaurant c'est cher, parce que justement on se sert chez le petit producteur. Il faut pas avoir honte de dire aux gens que, moi je le dis à mes clients, si vous savez, le prix que vous payez, effectivement il y a peu de marchandises, c'est 30% du prix, tout le monde le sait dans le métier, là on est entre nous, hein. Mais c'est du travail. Oui, c'est la conscience de ce que Ça ça veut dire. m'énerve d'entendre les grands chefs dire, voilà, le produit, bien sûr que le produit il est important, c'est sublime, mais vous voyez, 3 haricots verts et un filet d'huile d'olive à 90 balles le litre, et ça y est, on a un plat merveilleux. Mais à ce moment-là, pourquoi t'as 30 personnes dans ta cuisine? Oui, bien sûr. Oui, c'est de revaloriser dans le prix, dans la notion du prix. C'est du travail. Le travail, la valeur ajoutée de chacun. Oui. Et quand on dira ça, il y a plein de gens qui vont réfléchir. Moi, j'ai le cas à Fougères, j'en ai 2 là qui viennent de s'installer. Un malheureux qui était journaliste il y a 2 ans, qui a fait 3 mois de formation chez un très grand chef, dans un institut tenu à payer très 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 cher. Le type s'est installé et là, ça fait 2 ans. Le gars, il a perdu 20 kilos. Il a les yeux au fond des orbites et puis il vit plus. Et je l'avais prévenu. Je lui ai dit, mais viens déjà faire un jour à chef. Viens voir. Bien sûr. Rentre dans des cuisines, va faire des Tu vas voir stages ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est. Réfléchissez bien avant. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, c'est facile. Mais c'est très important ce que tu dis. Écoute, je te remercie vraiment de tout ce que tu nous as dit. On voit la passion qui t'habite et l'expérience que tu transmets aussi, parce que mine de rien, je pense que ça va sensibiliser beaucoup de nos membres, beaucoup de gens qui aspirent aussi à Il rentrer au suffit de collège. m'appeler. Et On partage. Qu'ils appellent Stéphane Gallon. Vous allez sur le site du collège, vous aurez toutes ces coordonnées. Pour terminer, peut-être en toute confidence, 1 ou 2 bonnes adresses qui te viendraient à l'esprit d'un restaurant ou d'un producteur. Si vous voulez des volailles extraordinaires, merveilleuses, Olivier Renaud, c'est le fils de Paul Renaud. Ils sont déjà connus un peu sur Paris. Ils sont où? Ils sont à Lentillère, à côté de Vitré. Ils sont en Ille-et-Vilaine. Voilà. Et 2 pépettes là qui viennent d'installer leur restaurant à 15 bornes de chez moi, suffisamment loin pour pas m'emmerder de trop et puis assez près pour que j'ai envie d'y aller. C'est ma cantine, l'auberge des filles en bottes à Saint-Georges de Rintembeau, dans un petit village. Ces 2 minettes, elles sont toutes les 2, elles ont 15 couverts. Passionnées. Et ce qu'elles font, c'est bien. Génial. Voilà. Je te remercie Stéphane, à très vite. Bientôt. Et puis que nos auditeurs aussi restent à l'écoute d'ici 15 jours. Nous avons un prochain invité qui lui est à Paris, qui s'appelle Mickaël Mérigot et qui a monté le Chasse-Marée à Paris, dans le 16e arrondissement. Une poissonnerie à laquelle est accolé un petit restaurant et qui sont vraiment des lieux aussi tout à fait incongrus dans ce Paris du 16e arrondissement où là tu as vraiment l'âme d'un militant artisan et qui travaille avec beaucoup d'autres militants artisans du Collège Clignard de France. Paris, le 16e arrondissement, Voilà. mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas de chance. Qu'est-ce que je suis Merci. bien dans notre campagne. Merci à toi. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège Culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.